Merci à tous d'être là ce soir, du coup, pour notre 14e Innovation Night. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir, du coup, Pierre-Alexandre d'Actionable, Hugo pour Mayday et Max pour Yampa. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous dans la salle Hervé, Carla du groupe Océan ce soir. Et je voulais remercier aussi tous les autres qui nous suivent à distance pour cette soirée. Au programme aujourd'hui, du coup, on fait une rapide intervention de Findel, de la thématique. On passe ensuite la parole à nos intervenants. Vous aurez à peu près 5 minutes chacun pour présenter vos solutions afin d'inculturer un peu le public à ce que vous faites. On passe sur la table ronde et enfin on conclura par un cocktail dans la cuisine à partir de 20h, 20h-ish. Quelques mots sur les Findel Innovation Night. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pour nous, c'est important en tant que consultant de créer un écosystème d'acteurs innovants autour de ce qu'on fait. On n'a pas envie de rester des consultants ancrés dans le passé avec des méthodes du siècle dernier. Donc, ça nous tient à cœur de rester à l'aune des innovations du secteur. C'est pour nous aussi pour permettre de monter en compétences et puis ensuite, à terme, pouvoir être capable de proposer une valeur ajoutée à nos clients communs. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Oups. Comme je vous l'ai dit, c'est la 14e édition, donc on commence à être rodé à l'exercice. On a fait plusieurs différentes thématiques. Je ne vais pas tous vous les redéfendre là, et c'est pas l'objet, mais autour de nos métiers, donc que ce soit des thématiques supply, RSE ou plus front client, comme on voit ce soir. Et du coup, je vais laisser la parole à Laetitia et Jean-Baptiste ensuite qui nous présentent la thématique de ce soir. Merci à tous et bonne soirée. Peut-être pour parler de Findel rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Findel, bon, on est un cabinet de conseil qui sommes spécialisés dans la transformation, les projets de transformation. Historiquement, on est des experts de la transformation supply chain. Et on a progressivement élargi notre périmètre d'intervention pour couvrir toute la chaîne impactant l'expérience client et c'est pour ça qu'on se voit ce soir. Chez Findel, on est capable d'intervenir depuis la phase de cadrage stratégique jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle des sujets avec une constante, c'est de toujours être engagé dans la réussite de la transformation de nos clients. Cette table ronde, donc qui est, on va peut-être passer un peu rapidement, mais autour de la fidélisation, enfin l'IA au service de la fidélisation client, ça s'inscrit dans un cadre plus large, une étude plus large chez Findel sur l'apport de l'IA à la relation client. Et on a d'ailleurs sorti un livre blanc, petit instant promo que vous avez. À distance, vous pouvez le télécharger sur notre site. Et donc ce livre blanc parle de l'IA au service de la relation client, avec notamment des cas d'usage et l'implémentation au sein des solutions CRM. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste. Merci, Laetitia. Je mets là. Merci beaucoup. Et donc, bonsoir. Donc, en introduction de cette Innovation Night, on tenait à évoquer brièvement quelques notions sur la relation client et l'usage de l'IA au service de cette relation client. Donc, ce qu'on vous a mis ici, on vous a modélisé les 4 grandes étapes de la relation client, donc de la prospection jusqu'à la fidélisation. Concrètement, la prospection, c'est attirer de nouveaux clients potentiels. La conversion, c'est faciliter l'acte d'achat. Sur la partie satisfaction, là, on est vraiment en post-achat et l'objectif, c'est de résoudre les problèmes éventuels et d'assurer un service, en tout cas une expérience positive pour le consommateur. Et la fidélisation, c'est vraiment engager le client dans la durée, sur le long terme. Et donc ce soir, on a décidé de se focaliser sur 2 briques de la relation client qui sont donc la satisfaction et la fidélisation. Nous, ça nous semble en tout cas clé, ces deux briques, parce qu'elles sont importantes en termes de coût-profit et d'image de marque. Et ça, on vous l'illustre ici avec 2 KPI. Donc le premier sur la partie coût-profit, faut savoir que pour une entreprise, recruter un nouveau client, ça coûte en moyenne 3 fois plus cher que de fidéliser un client existant. On a un réel avantage à fidéliser ses clients. Et le second KPI, c'est quand un client passe un acte d'achat ou de service, s'il est content, il va en parler à 3 personnes.
alors que s'il est mécontent, il va en parler à 12, et s'il est très mécontent, il va en parler à une vingtaine de personnes. Et donc ça illustre bien que ces phases-là de satisfaction et de fidélisation, elles sont clés pour l'image de marque et pour la notoriété de l'entreprise. Sur la partie IA, je vais rien vous apprendre, hein, mais effectivement, l'écosystème IA est ultra dynamique et poussé par une concurrence féroce. Et du coup, sur tous les sous-domaines de l'IA, que ce soit le machine learning, l'IA générative, le deep learning ou le NLP, on a des évolutions progressives et constantes. Donc, on a un monde qui change, et dans ce monde qui change, les entreprises aussi s'adaptent. Et donc, on a une accélération technologique autour de l'IA. On a des fondations data qui sont de plus en plus solides pour implémenter l'IA. Donc, ça reste à nuancer en fonction des secteurs d'activité et des entreprises. Et donc, on a une réelle démocratisation de l'utilisation de l'IA. On l'utilise plus et on l'utilise donc aussi pour la fidélisation client. Et on vous a mis ici quelques use cases. Alors, c'est pas exhaustif, mais on va l'utiliser pour de la personnalisation, donc adapter les messages, les interactions avec les consommateurs. On va l'utiliser pour faire de la segmentation client, pour adapter ensuite les leviers de fidélisation. On l'utilise pour l'automatisation des échanges, donc tout ce qui est post-achat, et assurer un suivi sans friction, et également pour faire de la satisfaction prédictive. Donc, c'est anticiper les churns potentiels et d'avoir des actions ciblées derrière. Et donc, nos 3 intervenants ce soir ont des solutions plutôt orientées satisfaction prédictive et automatisation des échanges. Et je laisse Laetitia les présenter. Personnalisation aussi. Alors, ils vont surtout se présenter. On va vous donner la petite zapette. Donc, je propose qu'on commence peut-être par Pierre-Alexandre. Je laisse la slides dans la foulée. Ok. Bonsoir, enchanté, ravi d'être avec vous ce soir. C'est sympa d'être là, il fait super beau de plein de gens pour votre écran terrestre. Moi, je suis Pierre-Alexandre, je suis directeur commercial de la société qui s'appelle Actionable, qui est une jeune boîte. On a déposé nos statuts en mars 2024. On a levé 2 millions en septembre. Voilà, donc on est tout jeune hein, sur la partie business. On travaille avec une quinzaine de clients et pour du coup vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc moi, mon background, juste, c'est la première fois que je bosse dans une boîte française. J'ai travaillé que pour des éditeurs de logiciels américains. Avant ça fait 15 ans que je fais de l'enterprise sales et notamment l'expérience qui se rapproche le plus de ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé chez Qualtrics pendant 5 ans, on faisait du feedback client, de l'analyse feedback client. Ce qu'on constate, c'est que globalement, dans les entreprises aujourd'hui, le NPS et d'autres indicateurs de ça sont des choses qui sont jusqu'au COMEX, sur lesquelles on peut prendre des décisions qui sont assez stratégiques en termes d'investissement et en termes de pas mal de choses. Et pour autant, finalement, le nombre de personnes qui répondent à des enquêtes aujourd'hui, il s'effrite. Je crois que le taux moyen en B2C, c'est 5% des gens. Et donc, dans un contexte où on dépense beaucoup d'argent pour faire de l'acquisition, ce qu'on disait tout à l'heure, et on investit beaucoup moins pour faire de la fidélisation. Donc, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut être capable déjà d'expliquer ce NPS, c'est un indicateur de SAT, mais pas forcément par rapport à des verbatim clients ou à des enquêtes, mais de manière un peu plus scientifique, pondérée, hiérarchisée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? En gros, le prisme d'analyse qu'on a aujourd'hui, c'est la SAT. C'est-à-dire qu'on va récupérer tous les gens qui ont répondu à des enquêtes de satisfaction. Généralement, quand on arrive chez un client, on récupère entre 12 et 24 mois de données. Et on va regarder, on va remodéliser le parcours client par la donnée. On va regarder donc cette personne qui a répondu à une enquête, qu'est-ce qu'elle a fait dans son parcours client. Qu'est-ce qu'elle a fait comme produit, à quelle fréquence, quel moyen de paiement elle utilise. Si on est dans le retail, quel moyen de livraison. Sur la partie transactionnelle, est-ce qu'il y a un problème de fil, de la segmentation, les infos de CRM, est-ce qu'il y a des interactions ou pas avec le service client. Donc, on reconstruit tout ce parcours-là et ça nous permet de faire 3 choses. La première, c'est d'aller livrer une brique Insight, qui est plutôt à vocation des équipes Voice of Customer, CX, donc vraiment les experts de la voix du client. Et donc là, on va leur livrer des drivers du parcours client et on va leur donner des insights là-dessus en disant, je vous donne un exemple, mais on travaille avec Wigo aujourd'hui. On sait pertinemment que le retard du train déclenche de l'insatisfaction. Donc, quand vous êtes à 2 heures de retard, vous avez
95% de détracteurs, on est capable aujourd'hui de livrer ce qu'on appelle des points d'inflexion. Donc, ça veut dire à partir de quel moment et quelle durée d'attente on a une satisfaction qui va vraiment dropper. C'est 10 minutes dans le cadre d'un nouveau client chez Wigo. Et donc, ça devient après progressivement des indicateurs opérationnels qu'on peut aller suivre dans le temps parce que, en fait, on sait que tel moyen de paiement a un impact plutôt positif ou négatif. On sait que tel temps d'attente, c'est le temps d'attente qu'il ne faut surtout pas dépasser. Donc, on est capable d'aller renvoyer ça après pour traquer un petit peu ces drivers et voir de quel côté on est dans la bonne situation. Et surtout, comme on projette ça sur 100% de la base client, combien de clients sont dans la bonne situation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses où on voit qu'il y a un impact sur la SAT. Si ça concerne que 2 ou 3% de notre base client, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Donc ça, c'est la première brique, c'est plutôt la brique insight. La deuxième brique, c'est la partie prédictive. Donc, tout ce modèle de données, nous, on prend les données brutes des clients, on les retravaille pour faire en sorte de pouvoir se brancher dessus et d'en faire des analyses pertinentes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en regardant le parcours des répondants et en regardant le parcours passé, on modélise ça et on va le projeter sur 100% de la base client. Donc, en gros, on n'est plus cantonné à ces 4-5% de taux de réponse sur lesquels on arrive à avoir des insights et des résultats, mais on projette ça sur une base client globale. Et ça, c'est mine d'or en termes de marketing parce que derrière, je peux aller capter des signaux, des détracteurs prédits, donc des gens qui ne vont jamais répondre à la moindre enquête, mais qui finalement sont des gens qui n'ont pas une bonne expérience aujourd'hui avec votre marque, avec votre produit, etc. Et je peux faire en sorte d'essayer de les rattraper avant que ces gens-là churn ou ne rachètent pas. Donc on donne un score de santé sur 100% de la base client. Donc ça veut dire que sur tout le parcours, on regarde tous les drivers et on regarde si le client est du bon ou du mauvais côté du point d'inflexion. Donc ça, c'est une chose. Et on fait du détracteur promoteur prédit. Donc le promoteur, je peux aller les solliciter, promoteur prédit, pour faire des reviews proactives sur des Google Reviews, etc. Détracteur prédit, je peux faire du couponing pour essayer de les rattraper. Je peux faire un certain nombre de choses par rapport à ça. On essaye au maximum de s'intégrer dans le stack IT du client existant pour pas être encore un outil de plus. Donc autant l'équipe Voice of Customer va avoir un dashboard qui va enrichir la partie connaissance client, autant sur tout le reste, on essaye d'aller repousser ces insights dans les outils du quotidien. Donc on a des connecteurs aujourd'hui avec à peu près 200 grands logiciels du marché. On peut aller pousser des audiences automatisées dans un Salesforce Marketing Cloud. On peut alimenter des fiches clients avec des statuts prédits sur du Zendesk, etc. Donc on essaie vraiment de rester dans cet écosystème-là. Et voilà, et peut-être juste pour terminer, je ne sais pas du tout dans le du temps, mais on est bon. Je pense qu'il faut y aller. Ouais, ok. Je termine. Du coup, en fait, on s'est rendu compte de manière un petit peu opportuniste que le fait de retravailler toute cette donnée client nous permettait de pouvoir l'interroger assez facilement. Donc, on a créé un agent idéal conversationnel qui a vocation à décharger des équipes de data analysts pour des requêtes a priori assez simple, mais qui encombre un petit peu leur backlog aujourd'hui, et de mettre ça entre les mains des opérationnels qui peuvent aller en réunion le lundi matin, aller interroger l'agent IA pour savoir s'il y a une corrélation entre un événement qui s'est passé la semaine dernière et une baisse de la satisfaction et une baisse de l'NPS. Donc voilà, c'est en bêta, ça vient d'arriver. Voilà, petite présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous voit moins sur le webinaire. Mais Je reste assis sinon. comme tu préfères. Comme Non, tu c'est le bon. laisses. Est-ce que vous préférez que je le Allez, on sera assis pendant quasiment une heure. Hop. C'est parti. Et bien, bonjour à tous. Du coup, de mon côté, moi, c'est Hugo Ramadier. Je suis country manager UK chez Mayday. Ça fait 3 ans que je travaille chez Mayday. 10 ans dans la relation client, toujours côté SaaS, côté éditeur de logiciels et côté commercial. Et chez Mayday, on fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Non? Bon, super. C'est pour ça qu'on est là. Mayday, c'est le leader en France de la base de connaissances pour la relation client, pour les centres d'appel, pour les gros services clients d'entreprises qui vont avoir un minimum plusieurs dizaines, quelques centaines, jusqu'à plusieurs milliers d'agents en service client ou en interne ou alors en offshore chez des BPO comme Concentrix, Farmlever, Connecta ou d'autres. Aujourd'hui en France, que vous voulez peut-être un petit peu en tête, on aide un agent sur 5 avec Mayday. Ça veut dire qu'il y a 64 000 agents en France qui sont équipés de Mayday au quotidien pour trouver la bonne connaissance au bon endroit, au bon moment, le plus rapidement possible. Peut-être pour commencer, je pense que pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'on fait, c'est très simple. Le métier des agents de service client, c'est de délivrer de la connaissance. Or, dans leur quotidien, quand on fouille, quand on creuse un peu, ils ne sont pas équipés pour. Ils vont trouver la connaissance métier
dans des SharePoint, dans des drives internes, sur des post-it, des calepins, soit peut-être des gens. Et donc, finalement, quand vous êtes en musique d'attente, en pause, au téléphone avec un agent, pas parce que l'agent essaie de trouver l'information parce qu'elle est compliquée, c'est juste qu'il enlève son casque et il demande à son superviseur, à ses collègues, ah merde, je fais quoi là? Elle est où l'information? C'est vraiment ça qu'on va venir aider à remplacer pour finalement apporter la bonne connaissance aux agents dont le métier, c'est d'en délivrer au quotidien à des gens comme vous, aux consommateurs finaux. Si on creuse encore un peu plus dans les fameux pain, finalement, 20% du temps de ces agents, il est passé à rechercher de l'information. Ça paraît fou, mais 20% du temps, c'est juste passé à chercher dans les SharePoint, chercher dans le Drive, chercher dans ses notes, le temps de trouver la bonne information. Donc, trouver le bon contenu et la bonne information dans ces contenus. Quand on monte en compétence, quand on arrive sur un qu'on appelle dans une équipe service client, généralement, c'est entre 2 à 6 mois de formation pour être complètement opérationnel. Le fameux ramp-up time, c'est donc énorme. Et il y a souvent du turnover, donc il faut reformer très souvent de nouvelles cohortes. Et finalement, 30% des demandes clients ne sont pas résolues du premier coup, parce que très souvent, il n'y a pas d'accès à la bonne connaissance. Donc, ça entraîne de la réitération et du rappel. Donc, notre proposition de valeur, elle est finalement très simple. Il y a 2 volets. Il y a un volet interne pour les agents de service client, pour les aider à avoir la bonne connaissance au bon endroit, au bon moment. Il y a un volet à droite en vert qui est plutôt externe, où on apporte de la connaissance, un peu comme une FAQ, une aide en ligne sur le site internet de nos clients, pour que leurs clients soient ensuite autonomes. Et on va pouvoir ensuite, on en reparlera, je pense, dans la discussion, brancher notre base de connaissances, notre source de vérité à d'autres canaux de communication comme des chatbots, des voicebots, des mailbots. Parce que cette IA, il faut bien qu'elle se nourrisse quelque part d'une source de données qui soit fiable. Et donc, on pourra en parler avec notamment Yampa et les agents. On a aussi notre brique IA. On est agnostique de ça. En tout cas, on permet de le faire si nos clients le souhaitent. Je pense que cette partie-là, je peux aller un peu vite. C'est juste l'histoire de m'aider. J'en ai parlé un petit peu. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 5 ans. On a près 45 employés aujourd'hui. On a 150 clients. Notre mission, c'est toujours la même depuis 5 ans, délivrer la bonne connaissance au bon endroit, au bon moment pour les agents de service client. Un écosystème de partenaires, etc. Mais je pense qu'on peut passer. Et peut-être ici, un dernier slide pour expliquer qu'il y a 2 choses à retenir. Nos clients ont 2 dénominateurs communs. Toujours. Il y a une forte intensité de service client. C'est très souvent du B2C, avec très souvent de gros volumes de contacts. Et il y a une forte technicité de process et de métier. Par exemple, c'est pour ça que les banques, les boîtes dans l'assurance, les mutuelles, le secteur public avec l'URSSAF, finalement quand même le retail, comme par exemple Cdiscount, l'énergie, les télécommunications sont des secteurs qui sont très complexes avec beaucoup de contacts, beaucoup de volume d'intensité de service client. Et donc notre solution peut s'adresser à tout le monde, peu importe le secteur, dès lors qu'on a ces 2 dénominateurs communs. Et je crois que j'en ai fini. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Max. Ça fait 6 mois que je suis arrivé chez Yampa. Auparavant, j'ai 7 ans de background dans diverses solutions SaaS, notamment liées à la distribution, au retail et au e-commerce. Donc, je vais vous parler de Yampa. Donc, Yampa, c'est une startup qui a été cofondée par 3 associés il y a à peu près 1 an et demi, avec pour mission en fait de supprimer tous les délais d'attente interminables et tous les irritants clients qu'on connaît tous grâce à l'IA générative. Donc, en fait, on s'appuie sur 3 grosses bases, en fait, qui sont une expertise en IA, une expertise en data et une expertise en relations clients, pour en fait créer des agents IA autonomes capables en fait de traiter des processus de relations clients vraiment de bout en bout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les langues et sur tous les canaux. Et ça démarre fort. L'IA conversationnelle aujourd'hui qui est devenu un enjeu très fort pour les marques. Et donc, on a aujourd'hui une vingtaine de clients dans diverses industries, retail, e-commerce, banque, immobilier, assurance, et on est une quinzaine de collaborateurs. Et fin 2024, on a levé 3 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement qui s'appelle Partech, un fonds d'investissement français, pour accélérer notre croissance et bien sûr devenir l'acteur de référence d'un service client sans friction. Alors, sur quoi ça repose Yampa? C'est une plateforme qui est unifiée en fait, pour orchestrer des flottes d'agents IA autonomes, du coup, sur tous les canaux, je l'ai dit, et donc, en fait, d'automatiser une grande partie des interactions clients. Donc, le premier pilier, bien sûr, c'est qu'il y a une seule et même plateforme pour gérer des flottes d'agents IA, que ce soit, en fait, sans silo, sur la voix, sur le chat ou sur l'email. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une cohérence, une homogénéité des messages sur tous les canaux.
Le second point qui est très important, c'est la souveraineté, la sécurité et la scalabilité éprouvée. Donc, bien sûr, on a un hébergement important de data, donc souverain en France et en Europe. On est 100% conforme RGPD. On a bien sûr les meilleurs standards de cybersécurité. Et en fait, on est scalable sur les volumes et sur les cas d'usage pour garantir les passages à l'échelle pour nos clients. Enfin, le dernier point, l'IA générative, c'est quand même relativement nouveau pour tout le monde. Donc, cette plateforme propose en fait deux types de pilotage. Un qui est donc en autonomie. On va mettre à disposition cette plateforme pour justement que le client puisse paramétrer, administrer, monitorer très simplement ses agents IA, ou en fait s'appuyer sur nous, des consultants qu'on appelle chez nous donc des deployment stratégistes, qui vont en fait prendre en charge le monitoring, le pilotage et la montée en fait en performance des agents IA. Donc comment ça marche ces agents IA? En fait, ça repose sur trois dimensions qui sont parfaitement complémentaires. La première, en fait, c'est vraiment cet aspect conversationnel. Nous, nos agents IA, ils vont être capables de converser par la voix, donc au téléphone ou par écrit sur du mail, du chat. Et en fait, c'est la fin des arborescences, des scripts prérédigés. Aujourd'hui, en fait, c'est totalement naturel. Le deuxième aspect qui est l'orchestration. Donc, en fait, nos agents IA, ils sont vraiment capables de comprendre le contexte, la demande du client et en fait de conduire des actions. Ça peut être ouvrir un ticket, ça peut être gérer du suivi de commande ou en fait prendre l'intention d'un client et router vers la bonne ressource en interne. Et le dernier aspect, c'est la supervision. On va mettre bien sûr à disposition des outils de monitoring de la qualité et bien sûr contrôler la performance des agents IA dans le temps. C'est vraiment la fin des FAQ dynamiques et c'est la nouvelle ère des agents IA autonomes pour traiter des processus de bout en bout. Pour quel objectif? Il y en a trois. Le premier, bien sûr, je l'ai déjà dit en intro, c'est vraiment de supprimer les délais d'attente. On a tous passé des minutes, des heures interminables à écouter une petite musique, sans finalement se retrouver avec peut-être la mauvaise personne. C'est vraiment la fin de cette période néfaste. Et on va proposer en fait une expérience 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en multilingue. Donc ça donne à la fin en fait aussi 100% de joignabilité. Et un moment très important qui est pour notamment les acteurs de la distribution, c'est ces pics de saisonnalité, ces pics de demande. Et donc nous en fait, qui est 10 000 demandes, l'agent IA, c'est pas un problème, il peut les traiter. Et donc c'est vraiment un facteur de réduction de stress aussi pour les équipes. Ce qui m'amène vers le second point qui est en fait les équipes service client, on va les recentrer sur les cas à forte valeur. Donc de la fidélisation, de l'upsell, du cross-sell, et laisser les agents IA en fait traiter les cas les plus récurrents. Enfin, ce qui est aujourd'hui primordial, c'est d'allier performance et maîtrise budgétaire. Donc nous, on accompagne aussi nos partenaires dans une optimisation des coûts, une réduction de la dépendance aux acteurs de l'outsourcing. Et voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose qu'on passe à la table ronde. Donc, on a quelques sujets qu'on va aborder et l'idée, c'est que ce soit une discussion. N'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez, à interagir également avec nous. Je vous propose qu'on commence par replacer le sujet de façon générale sur la fidélisation client. Quand on rentrera dans l'IA, dans vos solutions, etc. Mais de se dire, qu'est-ce qui fait qu'un client est fidèle? Quelles sont les clés selon vous? Alors, qui veut prendre la parole pour fidéliser un client? Je peux commencer. Moi, aujourd'hui, je pense que pour fidéliser un client, il faut vraiment déjà avoir une organisation hybride entre agent IA autonome et agent humain. L'humain sera toujours au cœur de la relation client, c'est une évidence. Et les agents IA sont là en fait pour être au service et améliorer l'expérience. Donc, je pense que notamment les facteurs de disponibilité de 24/24, 7 jours sur 7, et aussi d'être là en fait sur tous les canaux pour répondre à tout le monde, que ce soit en fait du chat, de l'email ou du téléphone. C'est toute cette présence, cette disponibilité qui peut être un facteur changeant. Ok. Est-ce que c'est des leviers ou des drivers que vous avez identifiés, vous identifiez souvent sur votre plateforme? Oui. Alors, effectivement, on a un common money, on appelle un common money du service client. Effectivement, c'est un des enjeux. Vous allez parler un peu de personnalisation aussi. C'est vrai que je prêche pour ma paroisse, mais on est vraiment dans un module où on essaie d'expliquer en fait les attentes des clients à différents moments du parcours. Et je pense que la personnalisation de l'expérience aujourd'hui elle est clé parce que quand on est dans la peau d'un client, on a envie qu'on nous parle de manière contextualisée, qu'on soit capable de comprendre ce dont on a besoin. Effectivement,
passer 20 minutes au téléphone sur un service client à attendre une réponse qui des fois n'arrive jamais, c'est complètement déceptif et c'est un petit peu compliqué. Donc oui, la partie service client est une grosse brique, nous, d'explicabilité de la SAT et des leviers clairs sur lesquels baisser un temps d'attente sur une requête de service client. On voit que ça fait monter des points au niveau de l'expérience client de la SAT. Voilà, on a pas mal d'indicateurs comme ça sur lesquels on essaie de jouer pour augmenter la SAT et baisser les délais. Ouais, l'efficacité, la personnalisation. Ouais, je pense qu'en termes de fidélisation et même de relations clients durables, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait depuis une vingtaine d'années. Les métriques qu'on va venir mesurer pour piloter, c'est toujours le CSAT, le NPS, le temps de réponse, l'effort client pour trouver sa réponse. Ça n'a pas vraiment évolué. Et même ce qu'on va venir, les leviers qu'on va venir utiliser non, tout simplement les comportements humains. Qu'est-ce qui fait qu'une relation client est bonne et de qualité? C'est la réponse a été apportée rapidement, elle est de qualité. L'agent, le conseiller qui soit basé sur l'IA ou soit humain a fait preuve d'empathie, m'a écouté. Ça, je pense, ça a finalement pas évolué tant que ça. Même d'un point de vue business, les entreprises continuent de vendre des services, des produits. Pour moi, il n'y a pas eu d'évolution de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, la technologie, elle, pour le coup, a évolué à une vitesse folle. Mais je pense que ce qui est compliqué, c'est de capter les innovations qui arrivent sur le marché et qui arrivent vite, quasiment même quotidiennement aujourd'hui, mais pas oublier finalement c'est quoi le b.a.-ba de la relation client. Et ça, c'est pas rocket science, mais c'est compliqué de l'appliquer dans une entreprise où tout va vite, où on a la pression pour mettre de l'IA, pour mettre en place plein de choses. En tout cas, on le voit un petit peu comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que bon, les bases n'ont pas changé. Et justement, ça me fait un peu penser à un point qu'on voulait aborder, dont on s'est parlé. La fidélisation client, elle est forcément différente en fonction des clients et a fortiori en fonction des âges des clients. Ouais. Comment est-ce que c'est perçu? Comment est-ce que les solutions IA sont perçues? Est-ce que vous voyez que ça sert quand même à la fidélisation de ces clients peut-être plus âgés, moins habitués à ces nouvelles technologies? Oui, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a toutes les générations qui appellent un service client, qui rentrent en contact avec les marques. Il faut savoir, je pense, s'adresser de la meilleure des manières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là où j'aime bien l'aspect personnalisation, c'est que nous, les agents IA, en fait, c'est pas que des robots. On va pouvoir leur donner des éléments de langage, des vocabulaires, en fait, pour venir s'adapter aux éléments des plateformes de marque. Et ça, en fait, on va vraiment pouvoir s'adapter. Et finalement, si on redistribue ce discours sur tous les canaux, je pense qu'on va vraiment, en tout cas, le client va percevoir un sentiment de compréhension fort. Est-ce que vous souhaitez réagir sur ce point? Ouais, je pense que ce qu'on arrive à voir en fait dans les insights qu'on livre à nos clients aujourd'hui, c'est que selon les segmentations, selon les âges, selon tous les critères discriminants qu'on peut avoir, en fait, les attentes elles peuvent varier énormément d'une population à l'autre. Et donc c'est là qu'on essaie d'apporter vraiment de la granularité en fait et de sortir des gens qui répondent, enfin uniquement des gens qui répondent aux enquêtes. On ne dit pas que c'est pas bien, mais en fait ce n'est qu'une partie des clients et souvent, ce n'est pas forcément la nouvelle génération qui va prendre le temps de faire ce genre de choses, etc. Donc, on essaie d'amener une connaissance un petit peu plus granulaire pour justement permettre aux marques d'aller s'adresser de manière plus contextualisée, de mettre en place des process qui répondent à peut-être des attentes qui ne sont pas les mêmes d'une génération à l'autre, d'une segmentation à l'autre, etc. Donc, on essaie d'être un peu la nouvelle génération d'Insight qui fait qu'on comprend mieux les attentes selon les profils et d'adapter un petit peu les expériences que j'ai proposées. Les attentes même de ceux qui ne répondent pas, du coup. C'est surtout, oui. Parce que en fait, les attentes de ceux qui répondent, on les a assez facilement, puisqu'ils donnent de l'information. Donc ouais, on essaie d'aller plus loin justement sur les gens qui ne s'expriment pas et qui ne le feront peut-être jamais en fait. Ok, je pense qu'on a intéressant autour de la fidélisation. On peut rentrer dans le vif du sujet avec l'IA et parler un peu plus de vos solutions, de comment c'est mis en place et ce que ça permet. On a un peu parlé personnalisation. Je pense qu'il y a un deuxième levier. On en parlait avec Jean-Baptiste, qui est intéressant avec l'IA, c'est l'efficacité. Est-ce que vous pouvez nous parler de, je sais pas, du temps que vous avez réussi à faire gagner aux entreprises dans lesquelles vous avez mis en place vos solutions, des leviers d'action, ce que vous avez pu remplacer? Je vais y aller. Non, ouais. On a le client historique qu'on a embarqué en bêta test qui travaille toujours avec nous, mais qui a vraiment qui a éprouvé toutes les phases de conception du produit, s'appelle Tic et Tac. Pour ceux qui connaissent, c'est la billetterie en ligne.
Et donc, eux, en fait, ils ont une roadmap produit qui est assez large et ils avaient un peu du mal à prioriser, de savoir ce qu'il fallait mettre en place sur le site, à quel moment, pour qui, etc. Et donc, en fait, on a fait une première livraison d'Insight qui, le temps de parcours et notamment le temps d'achat était une variable hyper importante qui avait un fort impact à la fois sur la satisfaction et sur le réachat. Et on se rendait compte que après 7 minutes, pour un nouveau client, c'est là qu'on est capable aussi de scinder, mais pour un nouveau client, le taux d'attente pour faire un paiement, il est un peu plus. Il peut être un peu plus long que pour quelqu'un qui vient très régulièrement sur le site, etc. Donc là, le point d'inflexion dont on parlait tout à l'heure, c'était 7 minutes. C'est-à-dire qu'après 7 minutes, si j'arrive pas à faire mon achat, parce que j'ai pas réussi à bien identifier, etc., j'ai une satisfaction qui drop de manière assez drastique. Et donc, en fait, ça leur a permis de prioriser, eux, en disant, en fait, il faut qu'on mette en place des choses pour réduire le temps de parcours. Donc, ils ont mis en place Google Signing, ils ont mis en place Apple Max pour faire finir la transaction plus rapidement. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça leur avait permis de gagner 45 secondes sur le temps de validation moyen et d'augmenter, en fait, des points de SAT et des points d'achat. Et en gros, ça leur permet même, une fois que le Google Signing est mis en place, comme on est sur du temps réel et qu'on récupère des feedbacks tous les jours, de savoir même dans une roadmap produit, c'est ce qu'on a implémenté, apporte de la valeur ou pas. Donc voilà, c'est des choses qui sont consommables live. Et pour le coup, eux, ça les a confortés dans le sens de dire qu'il fallait aller vers cette simplification du parcours et du paiement là. Ok, ouais, ça a un vrai impact dans la stratégie produit. Exactement. Très intéressant. Qui veut continuer? Alors nous, on a un de nos premiers clients, c'est un cas d'usage, en tout cas moi quand je l'ai entendu, qui m'a vraiment impressionné, c'est un syndic de copropriété, donc on est vraiment sur des acteurs de l'immobilier qui gèrent donc des centaines et des milliers d'appels d'urgence au sujet de plomberie, d'électricité, panne d'ascenseur. Et avant du coup de mettre en place des agents IA, ils avaient en fait externalisé un BPO voilà, avec finalement une expérience client qui n'était pas du tout au rendez-vous. Et défi assez important quand même, permettre à un agent IA de comprendre finalement des pannes diverses et variées que prestataires, voilà, artisans peuvent comprendre, mais un agent IA qui peut vraiment résoudre ce genre de panne et les diagnostiquer, je trouve, enfin, sur le papier, en tout cas, ça me paraissait complexe. Et voilà, en tout cas, on a travaillé avec donc Manda, un syndic de copropriété. Et donc maintenant, aujourd'hui, sur toutes les nuits, la semaine, le week-end, dès qu'il y a une urgence, c'est un agent IA en fait qui va identifier l'appelant, qui va en fait qualifier, diagnostiquer en fait la situation pour laquelle l'appelant réalise son appel. Et c'est des questions, par exemple, de plomberie, d'où viennent les gouttes, est-ce que c'est gros, des petites gouttes. Et finalement, on va apporter une résolution, des conseils, ou mettre en relation, si l'urgence est qualifiée, avec un artisan. Et donc, en fait, l'agent IA, il va suivre tout ce parcours de bout en bout jusqu'à la clôture de l'intervention. Et c'est vrai qu'auparavant, on m'aurait dit qu'automatiser un tel parcours était faisable. Je n'aurais pas cru. Mais aujourd'hui, voilà, c'est faisable. Un agent IA peut traiter vraiment. En fait, ce n'est pas un agent IA, hein, vraiment derrière, il y a une orchestration qui est très importante. Et voilà. C'est peut-être un super bon lien avec grâce à quoi on peut faire toute cette orchestration-là. Effectivement, alors nous, on est du coup, comme vous l'avez peut-être compris, la brique avant l'IA. Nous, on voit vraiment l'IA comme l'accélérateur et on voit le knowledge management comme le moteur. Et nous, les gains qu'on a pu observer depuis maintenant 5 ans, il y en a deux parce qu'on équipe deux populations différentes, les agents de service client et les administrateurs. Les agents, ceux qui sont du coup en centre d'appel, qui décrochent le téléphone, qui répondent aux mails, qui sont en contact avec vous quand vous avez un problème ou une question. Et les administrateurs, ça va être les superviseurs, les managers, les personnes qui sont en charge de faire vivre la base de connaissances. Donc, côté agent, nous, on va avoir un impact très fort sur la DMT, le délai moyen de traitement, parce que finalement, on va pouvoir trouver la bonne information beaucoup plus rapidement. Donc, les gains, ils sont extrêmement pragmatiques, quantifiables. Quand il faut 3-4 minutes pour trouver l'information, avec nous, on est plus sur 15 à 20 secondes maximum. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'agent, on va pouvoir économiser en moyenne à peu près une demi-heure par jour. Quand on est sur un service client où on a 5 agents, le gain il est relativement faible. Et quand on est sur des populations à plusieurs centaines ou milliers de collaborateurs, là, ça devient extrêmement intéressant. Et on a aussi des gains qui vont être mesurés côté administrateur ou avec la possibilité de pouvoir créer des contenus automatiquement, détecter les doublons, les manquements dans la base de connaissances. On va faire gagner aussi un temps considérable aux administrateurs. Et là, on est plus sur presque 1 heure par jour. C'est vraiment tout simple, hein, c'est éliminer les 8, 10, 15 clics qu'il faut pour envoyer une notification aux équipes pour les prévenir d'un changement.
les 10-15 clics ou messages pour demander à l'IT d'avoir des données par rapport au SharePoint qui n'existaient pas. Donc il y a vraiment des gains à la fois côté agent et côté admin. Et ce qu'on est en mesure de faire, c'est en avant-vente, on fait des études de ROI. Et on s'y engage sur 7 briques différentes. Et ensuite, on l'utilise en run pour pouvoir mesurer et comparer l'attainment, en tout cas les résultats qui sont mesurés en run avec la solution versus ce qu'on leur a plutôt promis en avant-vente. Et ensuite, on essaie de réconcilier au maximum pour atteindre ces objectifs. Et tout ça, on le fait avant chaque collaboration. Et vraiment, les gains de temps, ils sont assez considérables sur la partie plus gain de temps. Après, il y a des gains de temps, on sait qu'ils existent, il y a des externalités positives, on sait qu'ils sont là, on a des clients qui ont pu le prouver, mais nous, on ne s'y engage pas parce que c'est multifactoriel, les gains qualitatifs, gains de NPS, de CSAT, réduction des erreurs en phase de montée en compétences, tout ça, on sait que Mayday a un impact, mais on ne peut pas s'y engager en avant-vente parce que ça ne dépend pas que de nous. Mais donc, ouais, les gains, on les mesure en avant-vente, on les mesure en après-vente. Et là, avant chaque démarrage de projet, on demande c'est quoi vos métriques de succès pour qu'on puisse réconcilier, nous, le ROI qu'on connaît, les métriques du succès du client, et ensuite on essaie de réconcilier ça en run. Est-ce qu'il y a un satisfait ou remboursé là? Non, il n'y a que des satisfaits. Que les satisfaits. Que les satisfaits. Okay. Non, en vrai, ce qu'on fait, c'est ça, quand on le voit, on se dit mais ça devait exister avant, mais quand on constate ce qu'on fait, qu'on est en relation avec le quotidien des entreprises, il y a vraiment un monde. Depuis 20 ans, on parle d'omnicanalité, on commence à parler d'IA depuis quelques années, mais quand on creuse un peu, le fameux big data dont on parlait en 2015, il ne s'est pas passé grand-chose dans les entreprises, en tout cas sur la partie relation client. Et la gestion des connaissances, c'est un petit peu le parent pauvre de la relation client. Donc, on a même des clients, par exemple Edenred, qui disaient, qui ont témoigné publiquement à la FRC notamment, et disaient en fait, juste Mayday sans l'IA, on est déjà sur de l'argent augmenté. Donc, il n'y a pas de satisfait remboursé, il n'y a que des satisfaits. Trop bien. Bon, on a vu tous ces avantages. Hein. On a parlé un peu de la personnalisation. Là, c'est une efficacité, un gain de temps à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les clients, donc qui améliore la satisfaction, la fidélisation des clients. Peut-être qu'on peut parler des limites de l'IA, parce qu'il y en a. Nous, on avait pensé aux limites autour des biais que peut avoir l'IA et ce qu'on appelle l'hallucination de l'IA aussi. Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez? Comment est-ce que vous les comptez? Bah ça passe vraiment là pour le coup par des solutions comme Mayday qui vont permettre de structurer en fait les données. Nous en fait les données vraiment de nos agents IA, c'est leur essence, hein, c'est leur nourriture, leur carburant. C'est ce qui leur permet en fait de délivrer la bonne information. Et effectivement, bah, ça passe par beaucoup de connaissances, de workflows aussi qui sont bien structurés et de la data comme évoqué là depuis le début de la discussion. Alors, ouais, il y a forcément des biais. Nous, on fait un gros travail que généralement les entreprises n'ont pas trop envie de faire, on n'arrive pas à faire parce que les datas sont très silotées à plein d'endroits différents. Nous, on va chercher, comme je l'ai expliqué sur le slide de présentation, des données dans plein de systèmes d'information différents chez le client. Alors, des fois, c'est sur un data lake, des fois, ça n'est pas. Mais même aujourd'hui, vous avez beau avoir toutes vos informations clients sur un data lake, si elles ne sont pas structurées correctement, en fait, on ne peut pas les interroger de manière efficace. Donc, en fait, on a déjà tout ce travail un peu, nous, de requalification du référentiel client unique, de faire en sorte qu'en fait, la data soit clean un maximum pour qu'on puisse l'exploiter. Et après, en fait, on est très transparent avec les insights qu'on livre pour dire si ils sont statistiquement reliable, je sais pas comment on dit ça en français, mais fiables, voilà. Et en fait, on livre que des choses dont on est absolument sûr parce que voilà, il y a une interprétation statistique qui est faite, qui est justifiée, et voilà, si on dit qu'il y a un point d'inflexion et qu'on a une interprétation fiable, on le livre, mais on essaye de ne faire remonter que les insights qui sont les plus pertinents et dont on est sûr qu'ils ont de la valeur. Ok. Bon, le sujet bazar dans les données, ça doit être aussi très important. Ouais, alors bah oui, nous on est aussi comme vous en plein cœur de ça. Nous, ce qu'on constate, notre parti pris, c'est de dire que l'IA, elle fonctionne. La techno, elle est là, elle fonctionne bien, que les projets IA qui ne marchent pas, et c'est 80% des projets IA aujourd'hui qui n'aboutissent pas, qui fail, c'est pas à cause de la techno, c'est à cause des humains. C'est à cause de la gouvernance, c'est à cause du fait qu'il n'y ait pas d'organisation, qu'il n'y ait pas d'ownership, que les données ne soient pas forcément structurées, à jour, harmonisées.
Et donc, c'est un petit peu les prérequis pour que les projets IA puissent fonctionner et délivrer toute leur valeur et toute leur puissance. Effectivement, je le disais au début, mais il y a l'acronyme qui est assez connu dans le secteur de l'IT, GIGO, G-I-G-O, hein, Garbage in, Garbage out. On peut l'adapter en anglais à Rubbish in, Rubbish out, mais finalement, c'est donner de mauvaise qualité en entrée, donne de la donnée de mauvaise qualité en sortie. Et vu que c'est nouveau, on a tendance à dire et à interpréter ça comme OK, en fait, c'est l'IA qui fonctionne pas, ça hallucine, la techno n'est pas à jour. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est plus complexe que ça, il y a d'autres facteurs. Et ces facteurs-là, ils sont compliqués à faire évoluer. Justement, comment est-ce que vous accompagnez vos clients l'amélioration de la qualité? Peut-être qu'on peut parler des prérequis pour mettre en place vos solutions, parce que Oui, bien sûr. En réalité, nous, on s'appuie beaucoup sur aussi ce qui se passe vraiment avec les humains. Donc, on va solliciter nos clients pour récupérer des historiques de conversation sur chaque cas d'usage qui ont en fait le meilleur NPS, le meilleur CSAT. Donc ça, déjà, c'est une première premier biais d'information pour l'IA, pour la nourrir. Le second, ça va être les workflows, les bases de connaissances. Et enfin, ça va être surtout du training où on va en fait tester nos agents IA selon les différents scénarios et voir en fait au fur et à mesure comment les améliorer. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'il n'y a jamais de régression. Finalement, on a tous les jours de nouveaux langages qui sortent, de nouveaux moyens d'accéder à des sources d'informations via API, plus rapides, plus efficaces. Donc en fait, il faut surtout suivre, je pense, toutes ces innovations qui viennent dans le temps, pour rester très proactif. Et c'est comme ça en fait qu'on nourrit notre agent et qu'on le rend meilleur tous les jours. OK. Donc là, c'est plus sur votre solution, comment l'adapter au contexte client et l'améliorer. Mais Ouais, qu'est-ce qu'il faut que le client ait mis en place pour mettre en place je dirais des process Mayday. structurés. Mayday, ouais, des bonnes bases de connaissances, on le répète, mais tous nos clients nous disent parfois, chacun a son degré de maturité là-dessus. Et beaucoup viennent, disent j'aimerais qu'il y a finalement résolve tous mes problèmes en quelques instants. Et je leur demande OK, présentez-moi vos données. Et c'est des screenshots, on en parlait en off tout à l'heure, des PowerPoint, euh, des PowerPoint, des Excel un peu bordéliques. Et donc là, il y a de temps en temps une espèce d'audit à réaliser pour leur faire comprendre en fait comment maximiser la promesse des agents IA. Il y a du travail, mais ça passe par la data. Nous, sur ça, d'ailleurs, avant chaque collaboration, on fait un audit de leur base de co. Un assessment, un audit de leur base actuelle. Et il suffit vraiment d'une session de partage d'écran pour qu'ils nous montrent où se situe la donnée, comment on gère l'accès, comment on gère la consommation, comment on gère la donnée avec les tableaux de bord, la recherche, la gestion de l'obsolescence, un tas de choses. Et ça nous permet ensuite de donner un score aux clients et de le mettre dans une certaine catégorie plutôt qu'une autre et de les aider à comprendre qu'en fait, tant qu'ils sont sur ce score-là, ils ne pourront pas mettre d'IA. Enfin, ils pourront. Ils auront le choix de le faire s'ils veulent, mais en tout cas, ça ne pourra pas générer de vrais résultats. Et c'est souvent quelque chose qui est généralement assez audible. Ça ne l'était pas il y a 2 ans. Là, cette année, ça allait chez tout le monde. Tout le monde a compris qu'il fallait de la bonne donnée en entrée, structurée, harmonisée, à jour, pour ensuite réduire les hallucinations, les contresens et les biais. Mais ouais, ça, c'est des choses qui ont mis du temps à arriver, quelques années, mais aujourd'hui, je pense qu'on y est. Et pour lutter justement contre cette donnée qui n'est pas forcément à jour, pas structurée, que doivent faire les clients, il y a à la fois de l'humain et de l'IA. Il y a de l'humain où il faut finalement recenser où sont les sources de données. Ça, c'est les humains qui doivent le faire. Est-ce qu'on a un SharePoint ou est-ce qu'en fait on en a 6? Je me rappelle un client qui m'avait dit qu'ils avaient 9000 fichiers. J'aurais dit, waouh, 9000 fichiers pour la taille de votre service client, ça me paraît beaucoup. Donc en les challengeant, ils ont regardé et en fait, ils ont enlevé les données qui étaient archivées ou en doublon ou en triplon. On avait en quadruplon. Et en fait, on est arrivé à 2000. Donc déjà ça, c'est les humains qui doivent le faire parce que l'IA ne sait pas si la donnée est à jour ou pas. Et après, il y a un travail pour détecter les doublons, détecter les manquements dans la base de connaissances qui peut être fait avec des outils de la technologie. Mais c'est vraiment un mix d'humain et d'IA ou de techno standard. Juste pour compléter là-dessus, en fait, nous, on réalise que nous, la posture n'est pas facile parce qu'on arrive chez le client en leur disant on va récupérer toutes les données des clients. Donc, déjà, c'est un maximum, en tout cas, sur la partie transactionnelle. Donc, dans des secteurs aussi plus ou moins compliqués,
On avance évidemment beaucoup moins vite sur des banques que sur des sociétés retail. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a aussi une énorme disparité aujourd'hui dans la façon dont les entreprises gèrent leur data. On arrive chez des clients où c'est hyper clean, tout est déversé sur un data lake. On a un interlocuteur unique qui sait nous dire le CRM, on sait que c'est là, les enquêtes sont là, enfin, on sait interpréter les champs, etc. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis en discussion aujourd'hui là, avec une société qui fait du conteneur électronique, française assez connue. On est en train de, justement de faire ce mapping un peu de données. La personne en interne n'arrive pas à mettre la main sur la donnée Web Analytics, par exemple, alors que c'est quand même un peu le cœur du réacteur. Donc, et en fait, ce temps d'intégration, il peut aller du simple au triple, au quadruple, parce que juste dans des grands groupes aujourd'hui, le sujet n'a pas été pris de dire qu'il fallait un petit peu s'organiser autour de ça et savoir où est-ce qu'il fallait chercher les infos. Donc, moi, ça me fait pas rigoler, mais enfin, il y a une grande, grande disparité d'une entreprise à l'autre. Donc tout le monde n'est pas encore bien au clair de Non, du je pense pas. prérequis qu'il faut. Non, Est-ce clairement que pas. vous voyez dans les typologies d'entreprises avec lesquelles vous travaillez, je sais pas, des secteurs qui seraient plus matures que d'autres ou pas, ou c'est très disparate? C'est vrai que alors, tous les clients banques et assurances, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment, je pense, de par la complexité de leurs produits, plutôt bien travaillé, bien structuré. Et ils avaient compris en fait que l'IA, pour la magnifier, finalement, il fallait avoir structuré, processisé les workflows et bien sûr structurer bien sa data. Donc, oui, là, j'ai banque et assurance qui me vient. Et immobilier aussi, je trouve, il y a tellement de process qu'il y a quand même toujours un historique qui est très présent. Voilà pour les secteurs qui viennent. Alors nous, on a les secteurs qui sont très bien organisés, mais qu'on arrive. La banque était un exemple. Pour le coup, c'est des gens qui sont hyper matures sur des programmes de voice of customer, qui savent très bien identifier leur parcours, qui font des choses hyper innovantes, qui ont croisé depuis longtemps l'expérience employée, l'expérience client pour voir s'il y avait des liens, etc. Mais c'est pas notre cœur de cible le plus facile parce que on a des discussions avec les 5 grandes banques françaises, je pense, mais il y a un consensus de leur côté pour dire qu'il va falloir longs mois avant qu'on arrive à récupérer de la donnée chez eux, si on y arrive un jour, parce que c'est pas gagné. Et après, il y a des grandes entreprises retail qui sont hyper agiles pour le coup, qui ont généralement déjà une bonne maturité sur ces fameux programmes, qui voient la valeur tout de suite et qui, pour le coup, ont beaucoup moins de. Enfin, ça peut aller beaucoup plus vite sur la récupération de données, etc. Donc, c'est assez pareil. Enfin, c'est pas vraiment une question de maturité parce que pour nous, on peut avoir une entreprise très mature en face de nous, mais sur laquelle on ne peut pas les récupérer la donnée facilement. Et à l'inverse, des gens qui sont aussi très bien organisés, qui savent vraiment où est la data et sur lesquels on peut avancer très vite. On a un petit trend de retail en ce moment où on se rend compte que ça avance bien. On n'a pas vu de démarcation particulière par secteur. Oui. C'est vraiment au cas par cas. Ça dépend enfin, nous, c'est notre expérience, que ça dépend des personnes en interne, de la direction, le leadership. Est-ce qu'ils ont compris les sujets d'IA? Est-ce que il y a une roadmap qui est claire? Ça dépend vraiment de chaque organisation. Dans le retail, on peut avoir des acteurs, par exemple comme Cdiscount, qui sont en fait une boîte tech et qui sont hyper calés sur tout ce qui est tech, data, IA, etc., qui vont assez vite sur les sujets et d'autres entreprises qui vont peut-être moins vite alors que c'est le même secteur. Non, on n'a pas vu de spécificité en particulier sur le secteur, c'est vraiment cas par cas et c'est du coup souvent des surprises quand on ouvre le capot, quoi. Je pense qu'une autre complexité dont on peut parler aussi, hein, au-delà de la qualité de la donnée qui est essentielle, c'est peut-être le changement culturel qui implique la mise en place d'une solution IA et un peu la peur que peuvent avoir les employés notamment pour les sujets de service client, et non pas étant l'extrême quand même, hein, de remplacer des agents IA, des agents humains par des agents IA. Est-ce que vous avez eu affaire à ce genre de frein? Comment vous l'avez géré? Tu fais bien de le dire, en fait, il y a une démarche quand même de transformation très forte en fait, de l'expérience client, de la relation client, donc qui doit être bien réfléchie et bien faite, évidemment pour bien traiter l'humain aussi derrière et mettre au mieux l'IA au moment où on voudra le lancer. Mais effectivement, il y a toujours un travail en ce moment de réflexion chez comment trouver la bonne formule en fait. Et nous, ce qu'on dit déjà, c'est qu'il y a une démarche de transformation qui doit être très progressive, quasiment cas d'usage par cas d'usage, process par process, et pas vraiment pouvoir révolutionner du jour au lendemain que les 100% des agents IA traitent toutes les demandes. Je
crois d'ailleurs qu'il y a un acteur qui l'a fait et qui s'est rendu compte que c'était une erreur dans le paiement fractionné, et Klarna. Et donc, non, hein? Donc, ils n'ont même pas réussi à Et faire. non, ils n'ont pas réussi à le faire et ils sont revenus en arrière, ils ont recruté des agents humains. Donc, nous, on valide complètement cette théorie qui, en fait, c'est je pense que le monde de demain, ça doit être beaucoup un mélange d'agents humains pour vraiment traiter ces cas de fidélisation, d'upsell, de cross-sell, les cas aussi à forte charge émotionnelle, peut-être de la tristesse, des l'énervement dans certains cas, et d'avoir des agents IA en fait capables surtout de trimer tout ce qui est les backlogs, voilà, tous les temps d'attente. Donc traiter ces cas un peu plus récurrents, parfois aussi chronophages pour ces agents humains qui en dose parfois répondent 100 fois à la même question. Voilà, je pense qu'aussi c'est aussi recentrer l'agent humain sur les cas plus intéressants pour eux et plus stratégiques. Ok, super intéressant de se dire qu'on revalorise aussi le rôle du coup C'est l'idée, je pense. Nous, on n'est pas trop challengé là-dessus parce qu'on ne remplace pas d'humain. L'IA permet d'apporter une couche supplémentaire d'insight, de granularité, de projection, de prédiction, etc. Donc, à ce stade, on ne remplace personne. Donc, ça va, et on n'a pas trop de discussions compliquées. Mais une résistance peut-être sur d'où vient cette donnée, d'où ça sort. Côté client, tu veux dire, non, parce qu'en fait, ça dépend à qui on parle, c'est toujours pareil, en fonction de la maturité des gens et de leur vision, etc. Mais en fait, on se rend compte que ce qu'on leur raconte chez quelqu'un qui est un petit peu mature sur les sujets, etc., on voit tout de suite la valeur. C'est des gens avec lesquels on va généralement avancer plus vite, mais il n'y a pas de frein particulier là-dessus. Nous, on est de temps en temps confrontés à ça, mais c'est pas dans le discours qu'on a, c'est quand on monte la solution. Ça arrive de temps en temps que des prospects nous disent, mais en fait, là, vous me remplacez. Ils voient la solution et ils disent, mais en fait, là, vous allez me remplacer, donc je comprends pas trop. C'est un peu gênant, comme moment. Ouais, mais alors, oui, mais en fait, ça amène des bonnes questions. Oui. Ça amène des super questions et en fait, on met le doigt vraiment sur ouais, la vraie discussion qu'il faut avoir. Et là, on a un vrai travail de réassurance qui doit être présent parce que si on leur dit, en fait, si on balbutie à la réponse de cette question, on n'est pas crédible. En tout cas, nous, notre vision, elle n'a jamais été de remplacer les agents, elle a été de les augmenter. Et les augmenter sur des trucs, comme j'ai dit au début et plusieurs fois, sur des choses qui sont vraiment simples. Quand il faut 5 minutes pour trouver une information, si l'agent, on lui permet de le faire en 15 secondes, là, il serait vraiment content. Donc, nous, c'est un peu notre vision, mais ça n'arrive pas non plus tous les jours. Mais en tout cas, maintenant qu'on a un bon socle de clients et qu'ils ont vu la valeur et qu'ils comprennent ce qu'on fait, ça arrive de moins en moins quand même. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai un peu menti. Mais c'est parce que c'est lié au dernier produit qu'on a sorti sur la partie intelligence. Là. On le vend quand même comme un data analyst de poche dispo 24/7. Et quand on étudie ça à l'équipe data, en fait, ça m'est arrivé aujourd'hui dans un rendez-vous. Les gens sont là, ouais, okay. On fait quoi après une fois que vous avez mis ça en place? Donc la façon dont on positionne, c'est de dire que en fait, les équipes métiers, elles ont besoin peut-être de temps en temps d'avoir accès à une information immédiate et sur des requêtes entre guillemets à faible valeur ajoutée par rapport à l'expertise dont on a besoin sur l'équipe data, que l'équipe data aujourd'hui a des backlogs qui sont énormes et qui ne leur permettent pas de répondre en temps et en heure à ce genre de choses. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que la solution qu'on apporte, elle est mise entre les mains de l'équipe métier, qui vont du coup plus donner 100% de leurs requêtes à l'équipe data, qui leur permettent de libérer du temps sur des choses à beaucoup plus forte valeur ajoutée, du travail un petit peu plus long terme, etc. Donc, c'est comme ça qu'on le positionne aujourd'hui. Et c'est vrai que les clients qui l'ont en bêta aujourd'hui, en fait, on a un vrai feedback de l'équipe data qui dit ouais, en fait, on est beaucoup moins enseveli sur des requêtes qui nous prennent du temps, mais qui sont moins importantes. Et l'équipe métier qui est contente de notre côté parce qu'elle arrive à avoir des insights en temps réel. Quoi. Ok. Bon. Avec un des objectifs de l'IA, c'est de gagner en efficacité. Il n'y a pas de secret, mais c'est intéressant de se dire que ça replace aussi, plus d'IA, replace l'humain au centre d'une certaine manière, selon comment on le voit. Ouais. Peut-être si on réfléchit un petit peu, creuse un peu le côté mise en place de vos solutions chez les clients, est-ce qu'il y a peut-être pas forcément pour Actionable, mais il y a une étape de personnalisation de votre IA ou de teinter votre IA en fonction du contexte client, de la faire apprendre peut-être des choses en fonction d'un contexte particulier? Oui, complètement. Alors, aujourd'hui, ça donne une démo, par exemple, à un acteur d'e-commerce. Alors, pourquoi je vais présenter
une voix un peu robotisée, ou en tout cas, voilà, qui est bien humain, bien sûr, mais voilà, sans émotion, en tout cas, qui va traiter un suivi de commande, un remboursement, aller chercher dans un CRM, par exemple, une donnée sur un client, donc d'anticiper, etc. Mais pardon, attends, j'ai perdu le fil de ta question. C'était sur est-ce que tu adaptes ton IA? Oui, pardon. Ah oui, bien sûr. Et du coup, ça me fait penser à une démo que j'avais réalisée pour un assureur qui a pour du coup, client des médecins. Et c'est vrai que lui, il m'expliquait que ces docteurs, bah, ils appelaient parfois à 3 heures du matin pour demander des questions sur une assurance. Donc, ils voulaient une voix beaucoup plus humaine. Donc, on avait travaillé des intonations, de la personnalisation sur le langage. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les agents IA, c'est qu'on peut vraiment leur transmettre vraiment une plateforme de marge, des éléments de langage, un vocabulaire. Ou un autre exemple qui vient, c'était une marque de luxe. Donc là, tout de suite, on adapte des codes qui sont luxe français. Okay. Et on adapte tout de suite voilà, des tournures de phrases, une manière de répondre beaucoup plus structurée, rédigée, sur sans faute d'orthographe. Donc voilà, tous ces éléments basiques pour certains, mais voilà, qui aujourd'hui, par exemple, des erreurs humaines, ça arrive encore. Donc voilà, les agents IA peuvent aussi enlever ça et on peut vraiment aller chercher ça dans toutes les langues, c'est intéressant aussi. Vraiment aller chercher de la personnalisation. Ok. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point? C'est peut-être moins. Non, nous un petit peu quand même, parce que du coup, enfin, on crée quand même un modèle par vertical, parce que c'est pas le même parcours client chez SNCF que quand je vais chez un retailer. Donc on a un gros effort, et c'est pour ça qu'on récupère 18 à 24 mois de données quand on arrive, et c'est là-dessus que le système apprend en fait. Et on a après ce qu'on appelle des common modèles, donc on a un common modèle pour la relation client, parce que finalement, le ticket, l'appel à un service client, etc., c'est un peu le même process, quelle que soit finalement la marque ou l'industrie. Mais ouais, nous, on a quand même un système d'apprentissage à la fois sur les données du client et à la fois sur le modèle qu'on met en place, qui est sur la partie transaction, du coup, n'est pas du tout le même. Enfin, une fois qu'on l'a créé pour un retailer, on peut le réutiliser, à quelques exceptions près. Mais voilà, si je mets en place demain, on l'a pas fait pour le moment, mais si on signe notre premier acteur bancaire, il y aura un gros effort de mise en place du modèle, sur la partie parcours client spécifique, transactions spécifiques à la banque, etc. etc. Ouais, il y a du quand même une personnalisation. Sur l'IA qu'on propose, c'est une IA plug and play. Il n'y a rien à configurer. On peut, sur la base de prompts, configurer la façon dont on va répondre aux agents sur l'interface conversationnelle dans Mayday. Mais il n'y a rien à configurer de particulier. D'ailleurs, on en parlera après, mais c'est vraiment des projets métiers, pas besoin d'y mettre de la data ou de l'IT dedans. Après, si on y met une solution tierce d'IA, comme Nampa, comme Daiwans, comme plein d'autres, après, c'est avec ces solutions-là qu'on va pouvoir faire les configurations et les personnalisations. Mais côté Mayday, nous, notre IA, elle fonctionne sur les agents. J'aimerais bien compléter parce qu'on se rend compte aussi que vraiment, il n'y a aucun service client qui marche de la même manière. Les marques ont leur process, leur manière de vouloir interagir avec leurs clients. Et du coup, en fait, c'est vrai que sans la personnalisation, on ne peut pas mettre en place une stratégie d'optimisation de l'expérience client grâce aux agents IA. Il y a vraiment un travail quand même d'écoute sur les messages qu'on veut envoyer pour chaque conversation, quel que soit le canal. Donc, ouais, c'est très important. Ok, super clair. Je vois que l'heure tourne et pour garder un peu de temps pour les questions, on va passer à un peu notre ouverture de cette table ronde, c'est sur le futur. Est-ce que vous voyez, enfin, vous pouvez me partager votre vision de l'IA au service de la relation client ou l'utilisation client dans les 3, 5, peut-être 10 prochaines années? C'est le moment d'être un peu... ok, je mets mon casque VR alors. Allez. Non, ce que j'imagine, moi, dans 3-5 ans, c'est vraiment avec l'évolution de la data, la capacité à mieux l'analyser, c'est en fait faire du proactif. Donc peut-être un agent IA qui anticipe un besoin client. Je pense aussi que l'avenir, c'est évidemment toujours la combinaison des deux. On évoquait tout à l'heure agent humain et agent IA qui forment la meilleure équipe. Et oui, des agents IA qui vont toujours plus loin dans la personnalisation. Là, voilà, on a des voix un peu robotisées de temps en temps. Je pense qu'on peut tout s'appeler par des serveurs vocaux un peu bizarres. Mais voilà, avoir aussi une voix qui est un peu plus humaine. Hein. On se rapproche. Hein. Tous les jours, il y a des nouveaux modèles qui sortent qui font un peu peur aussi. Mais voilà, en tout cas, les agents IA vont se rapprocher vraiment d'une qualité très proche, avec un peu de l'émotion, des sentiments. Voilà. La respiration. La respiration, le petit bégaiement. Voilà. C'est vrai que c'est. On peut aller très loin en fait. C'est presque terrifiant. Ok.
En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je me dis, mais qui es-tu pour faire le futur de l'IA? On est entre nous. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'étais en off-site là, on est une petite équipe, on est 10, dont 6 devs. Moi, je suis commis un peu le nom informaticien de la bande. Et en fait, ils nous ont présenté un petit peu leur façon de travailler aujourd'hui sur la partie code, développement de la plateforme, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint la structure, parce que ayant toujours bossé pour des boîtes américaines, j'ai toujours été très loin du produit. C'était une des cases que je voulais cocher, d'être plus près des gens qui font, en fait, qui font tourner cette plateforme, etc. Et en fait, ils ont présenté des outils, la façon dont ils travaillent évolue, eux, quasiment, là, sur les nouveaux outils qui arrivent, semaine après semaine, c'est assez hallucinant. Donc, moi, pour mon secteur à moi, je pense que nous, on est les seuls à faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps parce que je pense que le prédictif sur cette partie-là est passé de je connais que 5% de mes clients et en fait, j'arrive à scorer 80 ou 90%. J'arrive à avoir des actions marketing qui sont contextualisées. J'arrive à avoir un agent qui arrive à parler à un client qui ne s'est jamais exprimé, mais on sait quand même par quel parcours il est passé, entre guillemets, les risques qu'il a et les points de friction qu'il a pu avoir sur son parcours. Je pense que très rapidement, ça va devenir un peu une norme et que toutes les entreprises vont leverager leur process marketing, relations clients, etc., non plus sur de la connaissance client déclarative, mais sur la prédiction par rapport à ce qu'on arrive à faire dire de la donnée, quoi. Ça me fait penser ce dont tu parlais. Est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée, ou en tout cas, ce sera un projet d'utiliser les données de différents clients d'un même secteur pour mettre ça dans c'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, on se positionne comme on est sous-traitant au sens du RGPD. On fait tourner notre propre LLM sur GCP. On externalise. Les données ne partent pas du tout chez OpenAI ou quoi que ce soit parce que ça serait clairement un gros frein pour le business model qu'on a. On nous demande, et aujourd'hui, toutes les données sont silotées. C'est-à-dire que les données clients Sephora n'apprennent pas sur les données d'un autre client, etc. On silote complètement ça. Par contre, ce qu'on nous demande, et ce qu'on aimerait être en mesure de faire quand on aura un petit peu plus de clients, c'est de faire des benchmarks. Parce que c'est quoi un beau temps d'attente au service client et en fait, les gens ont envie de se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'ai d'autres compagnies d'assurance avec lesquelles j'ai envie de me benchmarker, en gros, c'est à partir de quel moment il ne faut surtout pas dépasser pour répondre à un client, quel temps il ne faut pas dépasser, et c'est quoi en gros les performances de mes concurrents, parce que j'ai envie. Donc je pense qu'on nous on apprend, enfin une marque n'apprendra jamais sur les données d'une autre marque parce que ça ne marche pas sur notre business model. Par contre, à un moment donné, on va mettre en place le système de benchmark pour se comparer un petit peu sur la partie excellence opérationnelle, etc. Je pense qu'on va le faire. Et cette partie-là, d'ailleurs, ça me fait penser au BPO. Eux, ils sont hyper bien placés dans cette course-là parce que ils ont plein de clients, tous secteurs confondus, et donc ils sont en mesure de pouvoir de savoir ce que c'est qu'une bonne DMT, un bon CSAT, un bon NPS, un bon Customer Effort Score en fonction du secteur d'activité, voire du secteur. Donc c'est vrai que d'ailleurs, si on regarde un peu leur activité à tous, ils sont en train de passer d'une activité people-driven à plus une activité data et IA. Ils sont tous en train de se rebrander. Donc je pense que ces acteurs de l'outsourcing et du BPO, ils ont une vraie carte à jouer pour apporter ces insights. Mes prédictions, du coup? Ouais. Exercice périlleux. Moi, j'aime bien, avant de faire des prédictions, même si c'est dur d'en faire, regarder ce qui s'est passé avant. Et je parlais un peu du big data avant. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté les bancs de la Bocconi en 2015, en sortie d'école, le boulot qu'il fallait faire, c'était du big data. Mais personne ne savait ce que c'était, mais c'était sur les lèvres de tout le monde. Après, il y a eu la phase blockchain, machine learning, qui a duré aussi un petit moment. En 2022, je me rappelle, sur le salon All for Customer, tout le monde ne parlait que de ChatGPT. Donc c'était, mais par rapport à ChatGPT, vous faites quoi? Personne comprenait vraiment ce que c'était, mais tout le monde voulait savoir, tout le monde avait des questions. On a vu aussi qu'en 2023, du coup, pas longtemps après, il y a eu ChatGPT et le terme GenAI, qui n'était pas forcément, qui n'était pas très courant avant. Donc il y a eu quelques POC qui ont commencé en 2023, surtout en 2024, beaucoup de POC ont été lancés sur l'IA. Très peu, voire aucun, n'ont été probants, n'ont généré de la valeur et du ROI. Mais il commençait à y avoir un consensus marché sur le fait que en fait, le ROI n'est pas là parce que nos données ne sont pas de bonne qualité. Je pense que dès cette année, on va commencer à avoir des projets qui vont être menés
avec des vrais ROI qui, du coup, vont être partagés publiquement, parce que lui, c'est un petit peu ce qui manque, c'est une entreprise, une organisation qui a mis en place des projets IA avec un vrai retour sur investissement et qui peut clamer haut et fort. Nous, on l'a fait. Je pense que c'est encore manquant, mais c'est sur le point d'arriver. Je pense que ça va arriver cette année. Et sur la suite, du coup, je sais pas trop ce qui va se passer. Juste, je suis assez effaré par la vitesse d'innovation. Nous, même les techs chez nous, il y en a une vingtaine. Pendant notre rendez-vous du lundi, parfois, nous font la présentation de data. Et même eux, parfois, ne comprennent pas trop ce qui se passe. Même eux doivent prendre du temps pour se poser, pour comprendre les nouveaux modèles. Et ils me disaient, la difficulté pour nous, c'est arriver à être au fait de l'innovation sans pour autant plonger à chaque fois qu'il y a de l'innovation. Parce que peut-être que ce qui vient d'arriver, dans 3 semaines, c'est obsolète, il y a un truc qui l'aura remplacé. Donc c'est dans tout ça, arriver à comprendre ce qui vraiment est là pour durer et ce qui va apporter des changements majeurs dans la tech. Donc ça, c'est difficile, mais je pense que de manière générale, d'ici 2, 3, 5, 10 ans, l'IA sera partout. Je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, dans l'entreprise, ça va remplacer peut-être pas beaucoup de métiers, mais en tout cas, ça va venir en complément de, à mon avis, la majorité des métiers. Le parcours client dont on parlait au début sera impacté, que ce soit sur la base de connaissances externes, les FAQ, l'aide en ligne, que ce soit sur la conversation avec un agent, que ce soit sur les enquêtes de satisfaction. Vraiment, je pense que toute la chaîne de valeur et le parcours client sera impacté. Et ça deviendra la norme, comme tu as dit. On ne s'en rendra plus forcément compte parce que ce sera aussi le cas dans nos vies perso. Bon, là, j'ai fait une réponse de Normand, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va arriver vite. Il va falloir juste qu'on prenne le virage. On ne sait pas ce qui arrive, mais ça arrive. Ouais, on va pas le choix. Un grand merci à tous les trois pour cette discussion. Je pense qu'on peut passer aux questions, si vous en avez. Oui. J'avais une question par rapport à la réglementation. Est-ce que les efforts réglementaires d'un écosystème plus open de données, à l'open banking ou l'open insurance par exemple, c'est plutôt une aubaine parce que grand flot de données disponibles et les API à tout va qui permettent de se connecter à gauche à droite, ou un frein parce que justement data ownership qui est rebasculé plutôt sur l'utilisateur final que sur l'entreprise et du coup une monétisation qui est moins aisée et une analyse aussi un peu affectée, quoi. Nous, on n'est pas impacté comme ça. Ah ouais. Je vais très vite répondre et me dédouaner parce que nous, on n'est pas sur Secura. Nous, on est vraiment sur de la donnée métier, procédure, mode opératoire, fiche d'appel, fiche produit. Donc, cette réglementation ne nous touche pas vraiment. Donc, je ne pourrais pas répondre à ça. Je ne sais pas si tu as très bien compris la question, mais là, tu citais la banque. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance d'aller mettre des data dans le cloud, ce qui n'était pas du tout le cas. Je crois que c'est public, donc il y a la SOG qui est sur un gros process aujourd'hui d'aller mettre plein de choses dans Snowflake, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des banques qui, pour le coup, ne sont pas du tout. Enfin, pour nous, c'est clairement une aubaine. Du coup, ça fait partie. Plus les données, une SocGen qui met des data dans Snowflake, ça veut dire que potentiellement, il n'y a plus de problème à les partager à un acteur français comme nous, dans la mesure effectivement où tout est bien sécurisé, on a les bonnes normes ISO et des bons procès de sécurité, etc. Mais clairement, nous, plus les sociétés vont dans cette direction un peu d'open source, d'aller mettre des data plus uniquement chez elles, plus on va pouvoir faire du business avec elles. Ça répond à ta question. Voilà. Que tu veux réagir? Je vais tenter. De ce que je comprends, en tout cas pour mon cas chez Yampa, tout ce que je sais, c'est que si on a accès à de plus en plus de données pour l'agent IA, son comportement sera plus précis, on aura vraiment une promesse d'expérience client qui sera en évolution. Donc dans le domaine bancaire, je pense que ça en fait partie. J'ai pas plus. C'est très bien. Merci beaucoup. C'est une autre question. Oui. Comment est-ce que, déjà, est-ce que vos modèles, on n'a pas abordé, mais c'est en interne, dans l'externe, il y a des API. Comment est-ce que vous arbitrez entre les deux? Et comment est-ce que vous vous assurez de suivre un peu l'évolution technologique des API libres? Bonne question. Non, nous, déjà, chez Yampa, on est complètement agnostique aux différents modèles.
Et en fait, il y a vraiment un travail chez nous par exemple, c'est un cas d'usage sur de la voix, sur de l'écrit, de tester les différents modèles sur de la voix. Ça peut être du Eleven Labs, du Azure, sur de l'écrit, de l'OpenAI. Donc, on va vraiment travailler là pour le coup, chaque modèle pour chaque cas d'usage. Donc, c'est vraiment assez granulaire. Et on va bien sûr suivre chaque évolution, chaque nouvelle sortie avec beaucoup d'attentes des langages pour savoir après comment on va l'appliquer et la rendre, la mettre au service finalement de la relation Alors, quotidienne. tester à chaque fois. Exactement. De l'autre côté, c'est assez similaire. On a un mix en fait entre des algos maison et des algos qui appartiennent à la librairie Azure Cognitive Services. Mais ouais, pareil, nos équipes tech, data et brain, comme on les appelle chez nous, ouais, sont quotidiennement, en tout cas, essaient de se mettre quotidiennement au fait des nouveautés qui sortent et essayent de détecter avec le plus de, comment on peut dire, mais de justesse possible, ouais, de qu'est-ce qui est vraiment un modèle qui va prendre. Est-ce qu'il faut le prendre maintenant? Est-ce qu'il faut attendre quelques semaines, le temps qu'il soit plus robuste, que d'autres gens se pètent la gueule dessus et l'améliorent? Donc ça, c'est un travail du quotidien. Mais c'est nos équipes tech basées en France, à Paris, qui s'en occupent. Nous, parmi les 5 premiers embauchés dans la boîte, il y avait 2 docteurs en mathématiques. Et c'est pareil, c'est un mix en fait. Ils créent leur propre modèle, mais ils sont en veille constante pour voir ce qui arrive. Et c'est un peu ça se complète en fait entre ce qu'ils développent eux-mêmes et là sur quoi ils vont s'appuyer sur des trucs. Merci. Une question. Oui, Sophie. Davantage du côté organisationnel, est-ce que vous avez observé des effets de balancier outsourcing, réalisation en interne des services clients, étant donné qu'il y a une évolution de la charge de travail? Est-ce qu'on voit réapparaître des entreprises qui se réapproprient le service client ou au contraire, on va vers des technos chez des BPO, comme vous disiez tout à l'heure, et donc Ouais, c'est assez complexe. Alors, les BPO lancent leurs produits. Par exemple, Connecta a lancé son application qui s'appelle Journey, qui est un peu son CCaaS interne. Il y a pas mal d'entreprises qui lancent, comme Concentrix aussi, des solutions, qui le font publiquement, hein, comme CXLO ou d'autres, AXLO même. Donc, eux aussi ont envie, je pense, de prendre le pas des solutions technologiques et de les commercialiser, parce qu'ils ont en fait déjà un pied dans la porte de leurs clients. Ils connaissent leur contexte, ils connaissent les clients de leurs clients. Ils ont pas mal de données qui sont finalement assez critiques. Mais on voit aussi pas mal d'entreprises qui, depuis plusieurs années, avaient un peu laissé les BPO faire. On leur avait dit, ben, par exemple, dans le cas de la base de connaissances, qui est notre cas, dans le secteur de métier, à vous de vous en occuper. Et en fait, réalisent que ben, mince, si on change de BPO demain, c'est eux qui ont notre donnée. Et la donnée métier, c'est peut-être moins confidentiel qu'une donnée client, mais ça reste néanmoins hyper stratégique. Et donc, on voit aussi les clients qui se réapproprient un petit peu l'ownership de ces bases de connaissances pour avoir la main dessus. Mais c'est une relation qui est quand même qui est parfois un petit peu opaque quand on la regarde. Et c'est pas toujours très clair qui décide de quoi. Mais ouais, sur la partie produit, je pense que les BPO veulent se positionner. Et sur la partie ownership, réduction des risques, peut-être, l'entreprise veut avoir un peu plus de main sur leurs données. Aujourd'hui, en tout cas, quand j'échange avec les clients, ce que je sais, en tout cas, chez les BPO, c'est que c'est un gros centre de coûts. Parfois, il y a donc de frustration aussi, parce que ça ne délivre pas derrière la qualité attendue. Donc, je sens aussi un mouvement de balancier, de rééquilibrage entre je veux faire des réductions de coûts, améliorer l'expérience client, et c'est là où, en fait, pour le coup, les agents IA autonomie pas vont permettre de trouver une solution pour aller en fait, baisser la charge de contact chez les BPO et l'orienter vers notre promesse finalement. On a d'autres questions? De toute façon, il y a le cocktail juste après. Vous pourrez poser toutes vos questions. Un grand merci à nos 3 intervenants ce soir pour ces riches échanges autour de l'IA. Champagne. Bravo les gars.